cette conférence consacrée au retour de la géopolitique en Asie. Avant, et pour permettre aux personnes de s'installer, parce qu'il y a toujours des retardataires, je voudrais rappeler que l'inscription au colloque du 2 avril sur le site de la chaire, si vous êtes intéressé par ce colloque qui sera consacré aux enjeux stratégiques en Asie, donc prolongeant la discussion et le débat que l'on va avoir ce soir. Jean-Marie Guénaud, on va dire que tout le monde le connaît, mais beaucoup le connaissent. En tout cas, il est bien connu. Bonne réputation, très établie pour avoir été une carrière de fonctionnaire à la Cour des comptes, eu des responsabilités de diplomate et également de secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix entre octobre 2000 et juillet 2008, où il a ouvert, je dirais, aux Français une sorte de voie dans laquelle certains sont engouffrés à sa trace. Il a été envoyé spécial de l'ONU en Syrie, a été envoyé spécial en 2012. Il a présidé la commission du Livre Blanc où Nicolas Zotto et moi-même avons l'honneur et le plaisir de siéger sous sa présidence, et il est actuellement professeur à l'université de Columbia et en même temps président. Je ne dirais plus professeur à Columbia. Ah, je croyais que tu étais encore. Non, je tu peux peux plus. vos métiers. Voilà, et il est donc seulement président, directeur général de l'organisation internationale International Crisis Group, et on est donc très très heureux de l'entendre aujourd'hui. Il a, vous le savez, publié de nombreux ouvrages, dont La fin de la démocratie et l'avenir de la liberté. Alors, vous connaissez le principe de ces conférences. L'invité a la parole pendant 45 minutes, une heure, comme il le souhaite, pour traiter son sujet. Et puis ensuite, il y a un principe de discutant. Et aujourd'hui, comme participant, nous avons Nicole Desautos qui est bien accepté de pouvoir commenter, donner la réplique, interroger, se mettre à la question, passer au grille de Jean-Marie Guénaud. Et puis ensuite, une demi-heure au moins de questions à la salle. Nicole, vous la connaissez parce qu'elle est associée aux travaux de la chaire, elle fait partie de son comité de pilotage, de son comité scientifique. Elle est aussi titulaire de la chaire de l'Union européenne au CNAM. Elle est, depuis quelques mois, présidente du conseil d'administration de l'IHEDN. Elle a été membre de la commission du Livre Blanc, je l'ai déjà dit, et elle a été aussi au centre d'analyse économique du Quai d'Orsay, où je pense qu'elle avait déjà, en son jeune temps, côtoyé Jean-Marie. Donc entre nous d'ailleurs, des chemins qui se croisent, et c'est vraiment un plaisir à la fois intellectuel d'avance, très personnel, amical, d'avoir cette conférence aujourd'hui avec Jean-Marie Guénaud et d'avoir cette participante Nicole. Jean-Marie, tu as la parole. L'Asie, c'est une banalité de le dire, en gros jusque vers 1830, la Chine et l'Inde étaient les deux plus grandes économies du monde. Encore que ces regards rétrospectifs ont toujours un côté non historique, parce que qu'est-ce que veut dire la plus grande économie du monde quand le monde n'était pas connecté de la même manière? Il était connecté, mais pas du tout au point où il l'est maintenant. Et donc, cette comparaison a ses limites. Mais enfin, on entend quand même souvent dire qu'au fond, après une parenthèse qui a vu la domination de l'Europe puis celle des États-Unis, le monde revient à ce qui a été dans la durée historique l'équilibre, le centre de gravité du monde, c'est-à-dire l'Asie. Et c'est dans cette perspective-là qu'on entend aussi dire, et il fait référence au fond dans le titre de la conférence, que l'Asie serait l'endroit où revient la géopolitique. Et dans cette manière de présenter les choses, au fond, il y a une sorte, si je veux être un peu malicieux, de revanche européenne. Parce qu'on dirait, au fond,
l'Asie reprend le flambeau qu'ont longtemps tenu les Européens puis les Américains, mais elle le reprend pour répéter l'histoire européenne. Et donc, d'une certaine manière, dans cette lecture, l'Europe est toujours quand même le modèle et la référence, en tous les cas la référence intellectuelle en quelque sorte. Et donc c'est en analysant les équilibres de force et comment tout ça s'est mal terminé en 1914 qu'on pourrait comprendre l'Asie d'aujourd'hui. On lit au fond dans cette reconnaissance de la montée asiatique, on la lit avec des lunettes européenne. Et c'est un peu la position symétrique de ceux qui soulignent l'hétérogénéité de l'Asie. Lee Kuan Yew qui est mort hier est l'illustration de cela, ou un expert comme Kishore Mahbubani qui défend l'idée de ces valeurs asiatiques. C'est un peu le symétrique de cette vision européenne de l'Asie. Alors, mais je voudrais un peu contester cela dans cette discussion, le contester en commençant par le plus simple, c'est-à-dire qu'est-ce que veut dire l'Asie. L'Asie, on dit quelquefois qu'elle commence au Bosphore. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'Iran, on aperçoit François Nicoulot dans l'assistance, qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'Iran et le Japon? Est-ce qu'il y a plus de commun entre l'Iran et le Japon qu'entre l'Iran et... Non. L'Asie, c'est une de ses caractéristiques, d'une certaine manière, c'est un concept très européen. C'est une manière de mettre dans le même sac stratégique, des pays qui appartiennent à des espaces bien différents. On peut dire qu'entre la Chine, la Corée, le Japon, là, il y a une dynamique. On peut dire qu'entre la Chine et l'Asie du Sud-Est, il y a une dynamique. On peut dire qu'entre l'Inde, l'Iran, le Pakistan, bien entendu, il y a le Bangladesh, l'Asie du Sud, il y a une dynamique. Les rassembler dans un même ensemble, c'est une vision finalement très peu asiatique de l'Asie. Et donc, quand on dit le retour de la géopolitique en Asie, on projette de beaucoup de manières, à la fois géographiquement et intellectuellement, dans la compréhension qu'on a des conflits, dans la définition qu'on se fait des conflits, de la dynamique des conflits, on projette une vision très occidentale, pas seulement européenne, mais très occidentale, disons, européenne et américaine des choses. Et donc je crois qu'il faut commencer peut-être par remettre en cause un peu cette manière de se rassurer dans son inquiétude, en quelque sorte, en se disant que peut-être que le flambeau est en train de changer de main, mais qu'on est en territoire familier, on est en territoire qu'on est bien placé pour comprendre, parce que c'est un territoire qu'on a parcouru, en quelque sorte, avant les Asiatiques. Et je pense qu'en réalité, le territoire, au sens figuré, que l'Asie va parcourir, est assez différent du territoire que nous avons parcouru, que l'histoire ne se répète pas, et que ce que nous voyons, et que les différences, bien entendu, il y a toujours des éléments qu'on peut prendre ici ou là pour voir des échos du passé. L'histoire n'est pas non plus une recréation perpétuelle, bien entendu, mais je crois qu'il est aussi intéressant de regarder les différences que de regarder les ressemblances. Et dans la conférence que je vous présente aujourd'hui, je pense qu'il est plus intéressant, peut-être d'une certaine manière, de regarder les différences que les ressemblances, ou du moins d'analyser les ressemblances à la lumière des différences. Alors, pour ce faire, je vais, pour mettre un peu d'ordre dans cet Orient compliqué et certainement pas unitaire, je vais
je vais parler de trois points qui sont connectés. Qu'est-ce qui se passe après la fin de l'engagement occidental en Afghanistan et quelles sont les répercussions de la fin de cet engagement, comment tout ça va se déployer en Asie, entre guillemets. Je vais parler de la question de la solidité des États en Asie et garder pour la fin, au fond, la question de la Chine, qui est évidemment centrale pour comprendre ce qui se passe et qui à elle seule d'ailleurs montre les différences fondamentales avec ce qui a pu se passer en Europe. Parce qu'en Europe, il n'y a jamais eu un déséquilibre à ce point manifeste entre une puissance et les autres. Il y a eu la Grande-Bretagne, il y a eu la France, il y a eu la montée de la Prusse, mais c'était des puissances. Il y a eu l'empire des Habsbourg. Il n'y avait pas une puissance qui, par sa taille, et distançait toutes les autres, comme on peut dire que la Chine le fait. Et rien que cette petite différence, si je puis dire, oblige déjà à dire que si retour de la géopolitique il y a, ce n'est pas une géopolitique dont nous connaissons les règles, si règles il y a pour la géopolitique. Alors, commençons par parler de ce qui va se passer avec l'Afghanistan et de ses répercussions pour la suite. Et peut-être un petit mot sur l'Afghanistan. Il a été de bon ton d'être très pessimiste sur l'Afghanistan. Moi, je suis je ne suis pas aussi pessimiste que les pessimistes. D'abord, je pense que le fait qu'il ait pu y avoir un accord entre Ashraf Ghani et Abdullah est un élément tout à fait remarquable qui illustre toute l'évolution de l'Afghanistan, l'évolution vers, disons, un compromis entre des légitimités concurrentes. Alors, évidemment, quand on est un pessimiste, on dit il y a eu une élection, cette élection est contestée et on a pu s'en sortir que par un accord qui, au fond, nuance les résultats des élections entre le vainqueur et le vaincu, sans que le vaincu reconnaisse totalement le vainqueur. Quelle gifle à la légitimité électorale. Ça, c'est le verre à moitié vide. Moi, je vois le verre à moitié plein. Dans un pays où la légitimité électorale n'avait pratiquement jamais réellement pris racine, le fait qu'un compromis ait pu avoir lieu entre une légitimité électorale et la légitimité de groupes ethniques est quelque chose, à mon avis, de remarquable, de maturité politique, et qui a permis de surmonter une crise qui autrement aurait pu être beaucoup plus grave. Le deuxième élément d'optimisme qu'on peut avoir, c'est la manière dont le président de l'Afghanistan, avec son acolyte, gère la situation actuelle. Gère la situation actuelle en essayant justement, et là on entre dans des jeux qui dépassent ceux de l'Afghanistan, en essayant d'insérer l'Afghanistan dans un contexte régional. À la fois l'évolution des relations avec le Pakistan, qui sont structurellement problématiques à cause de la ligne Durand, évidemment, qui avantage le Pakistan, parce que, évidemment, elle avait été dessinée pour favoriser l'Empire britannique, et donc c'est une pomme de discorde structurelle
entre les deux pays, plus les soupçons, enfin plus que les soupçons, l'inimitié réciproque entre les pays pour abriter des insurrections qui menacent un pays ou l'autre, les Baloutches qui se trouvent en Afghanistan, et évidemment la possibilité pour les talibans de se rafraîchir, de se reposer, de se reconstituer sur le côté pakistanais de la frontière. Donc il y a un passé, un passif très lourd, là qu'il ne faut pas ignorer, mais ce qui est et qui s'explique aussi par les fragilités même du Pakistan quand on déroule la pelote. La peur pour le Pakistan d'un nationalisme pachtou, les Pachtou chevauchant la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, et donc l'idée qu'à tout prendre, mobiliser les Pashtuns sur la religion vaut mieux que les mobiliser sur le nationalisme pachtoun. Donc il y a tous ces calculs qui ont joué et qui conduisent tous à une collision entre les deux pays. Et ce qui est intéressant, c'est que Ashraf Ghani, faisant écho à un certain nombre de Pakistanais, essaye de dépasser cela, en voyant qu'un Afghanistan et un Pakistan qui surmonteraient leur discorde séculaire, c'est la possibilité pour les deux pays de mieux se développer, parce que c'est la possibilité pour le Pakistan, qui est en concurrence avec l'Iran sur ce point, d'être un débouché pour l'Asie centrale, et l'Afghanistan d'être une terre de transit vers l'océan Indien. Donc il y a une logique économique régionale très profonde qui dépend de la capacité du Pakistan à se connecter à l'Asie centrale. On le voit dans des projets hydroélectriques, avec l'idée que le château d'eau que représentent certains pays d'Asie centrale pourrait fournir de l'électricité au Pakistan, qui en a énormément besoin pour son développement économique. Évidemment, ce qui met ces mêmes pays du château d'eau en tension avec les pays de la plaine, qui craignent de ne plus avoir l'eau qui sera gérée de façon à produire de l'électricité plutôt qu'à être distribuée vers les pays qui manquent d'eau en Asie centrale. Donc là, vous avez tout un jeu sous-régional, pas un jeu asiatique, qui se met en place, mais qui peut être un jeu à somme positive. Et c'est dans le même esprit qu'on voit se connecter à la Chine avec des surprises. On voit les talibans dire qu'au fond, ils ne sont pas mécontents que la Chine s'engage et que la Chine puisse être éventuellement, en quelque sorte, médiateur. Ce qui peut surprendre, ce qui dérange les schémas auxquels on est habitué. Donc, vous voyez là tout un jeu qui se monte, qui n'a rien à voir avec les schémas auxquels nous avons été habitués, et qui montre qu'il y a des dynamiques qu'on peut qualifier d'asiatiques si on veut, mais qui en réalité sont des dynamiques qui ne sont pas à l'échelle du continent, mais qui commencent à créer des interactions, qui peuvent être des interactions positives entre différents pays qui sont dans ce qu'on appelle géographiquement l'Asie. Et donc, il y a dans cet Afghanistan qui avait été précipité dans l'histoire mondiale par le 11 septembre et par la manière dont les États-Unis et les Occidentaux ont décidé de réagir au 11 septembre,
préférant l'écrasement militaire des talibans à la pression sur les talibans pour essayer d'obtenir que Bin Laden soit livré, avec un certain nombre de conséquences qui n'ont pas forcément été très bonnes. Mais on voit qu'aujourd'hui, après donc plus d'une douzaine, enfin 14 années d'engagement, ce sont des dynamiques sous-régionales qui se mettent en place, avec évidemment un des partenaires obligés qu'on retrouve dans toutes ces dynamiques sous-régionales, c'est la Chine. Et ça, c'est d'une certaine manière une bonne nouvelle. Si les pays de la région peuvent s'organiser en dessous des radars des grandes confrontations de puissance pour désamorcer des conflits et commencer à bâtir des complémentarités régionales, c'est une bonne chose. Je ne veux pas présenter une image panglossienne de la situation. Le niveau de violence en Afghanistan va continuer d'être élevé parce que les talibans vont continuer de se battre. La négociation avec eux sera difficile, mais néanmoins, il faut voir cet autre aspect-là. L'aspect très négatif, en revanche, de la situation, même si on met les choses au mieux en Afghanistan, c'est que les combattants étrangers qui sont venus en Afghanistan, ils sont venus d'abord pour combattre des étrangers. Et les Afghans les ont acceptés parce qu'ils étaient une aide pour combattre des étrangers. À partir du moment où les Afghans se combattent entre eux, ils ont beaucoup, et on peut espérer qu'ils vont moins se combattre si peu à peu un processus politique peut se gérer entre Afghans. À partir du moment où ils se combattent entre eux et ne combattent plus des étrangers, il est très probable qu'ils vont mettre dehors assez vite les dits combattants étrangers. Et ça n'est pas une très bonne nouvelle pour beaucoup de pays, notamment pour des pays d'Asie. Parce qu'il y a un certain nombre de combattants étrangers qui sont venus d'Asie, qui sont venus d'Indonésie et d'autres pays avec de fortes communautés musulmanes. Et ça n'est pas une bonne nouvelle parce qu'ils vont revenir au pays, si je puis dire, avec une expertise et des appétits qui ne sont évidemment pas, c'est un euphémisme, ceux qui sont nécessaires pour consolider la stabilité de ces pays. Et donc on voit dans la fin de la guerre d'Afghanistan, de la guerre d'Afghanistan à dimension internationale, sinon la fin de la guerre d'Afghanistan, il y a vraiment le risque que ce qu'ont recherché les combattants étrangers, c'est-à-dire combattre l'infidèle là où ils pouvaient le trouver, ou combattre les ennemis de l'islam radical auquel ils adhèrent, qu'ils cherchent à les combattre ailleurs, et notamment pour ceux qui sont venus d'Asie, dans les pays d'Asie d'où ils sont originaires. Et ça, c'est quelque chose d'inquiétant, dont il faut se préoccuper, et dont je sais, j'étais en Australie récemment, dont je sais qu'un certain nombre de pays de la région se préoccupent, y compris d'ailleurs même la Chine, parce qu'il y a parmi ces combattants, il y a eu des Ouïghours, et donc il y a une inquiétude chinoise sur ce que cela peut signifier, j'y reviendrai tout à l'heure. Et ceci m'amène à mon deuxième point, qui est celui de la solidité des États et des forces transnationales. Il y a une chose qui me frappe dans le métier que je fais maintenant en dirigeant International Crisis Group. International Crisis Group, c'est une organisation c'est une fondation de droit américain, mais qui est basée à Bruxelles, mais avec des bureaux un peu à travers le monde. Ce qui a fait l'originalité et la force de Crisis Group, c'est de s'intéresser, si je puis dire, à la granularité des conflits locaux, dans ce qu'ils ont d'unique. Et donc,
Crisis Group produit des rapports sur le Mali, sur la Centrafrique, sur toutes sortes de conflits, en n'essayant pas nécessairement de relier le pointillé, si je puis dire. Moi, j'essaye un peu de le relier quand je lis tous ces rapports. Et s'il y a une chose qui est très frappante dans beaucoup de conflits d'aujourd'hui, c'est qu'ils commencent de façon très locale et que c'est finalement assez tardivement qu'ils prennent une dimension plus globale. Sortir d'Asie pour un instant avec le Mali. Les querelles entre le nord du Mali et le sud du Mali d'une part, les querelles à l'intérieur du nord du Mali entre les différentes communautés du nord Mali, elles existent depuis très, très longtemps. Il n'y a rien de nouveau là. Mais ce qui a donné une dimension nouvelle à ce conflit, c'est le fait que des mouvements djihadistes aient pu se greffer en quelque sorte comme un virus sur un corps affaibli sur ces conflits d'essence très locale. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas unique au Mali, c'est un phénomène qu'on retrouve de plus en plus. Et c'est une source d'inquiétude pour l'Asie. Parce qu'en Asie, il y a un certain nombre de conflits, si je puis dire, à basse intensité, qui ne font même pas la 3e page des journaux, sauf dans les journaux du pays concerné, mais qui sont là, et qui sont là depuis longtemps, souvent. Il y a eu des bonnes nouvelles. On a vu, par exemple, aux Philippines, les Bangsamoro, un accord qui mettait en principe fin au conflit, avec ensuite des gens qui ont essayé qui essayent en ce moment même de mettre en l'air cet accord. On a vu l'Indonésie faire de grands progrès dans la résolution des multiples conflits indonésiens. On voit le Myanmar, ou la Birmanie, comme on veut, il y a un nombre considérable de conflits en Birmanie, parce que l'identité birmane, au fond, depuis le père d'Aung San Suu Kyi, elle n'a jamais été une identité très inclusive. C'est une identité des Birmans des plateaux, mais toutes les périphéries de la Birmanie n'ont jamais vraiment adhéré à cette identité. Et le problème de l'identité birmane, d'une certaine manière, n'est pas réglé, est un problème qui reste entièrement ouvert. La Thaïlande, vous avez le conflit de Sud-Thaïlande qui oppose les bouddhistes et les musulmans. Vous avez, pour revenir au Myanmar, vous avez ce qui se passe dans l'état de Rakhine avec les Rohingyas, où il y a à la fois une dimension régionale et une dimension nationale, puisque le gouvernement de Myanmar ne veut même pas accepter l'appellation de Rohingya, on parle de Bengali, alors que beaucoup de ces Bengalis, entre guillemets, sont venus Myanmar depuis très longtemps, ils ont fait souche. Et vous avez un conflit très empoisonné là, parce que l'État de Rakhine lui-même, à l'intérieur de la Birmanie, est un État pauvre qui se sent laissé pour compte par rapport à Yangon. Et donc vous avez des laissés pour compte bouddhistes qui sont en conflit avec des gens de deuxième catégorie, qui se perçoivent comme de deuxième catégorie par rapport au centre, qui sont en conflit avec des musulmans qu'ils voient comme de troisième catégorie, si je puis dire. Donc vous avez toute une série de conflits comme ça. Vous avez au Bangladesh, là, ça n'est pas ethnique, mais vous avez une polarisation très forte de la politique au Bangladesh, qui est extraordinairement dangereuse aujourd'hui, avec une montée de la violence qui est très très inquiétante. Jusqu'à présent,
tous ces conflits dont il y a eu des attentats qu'on sait à Bali, mais malgré tout, ça ne s'est pas, la greffe djihadiste n'a vraiment pris sur aucun de ces conflits jusqu'à présent, de façon profonde. La question qu'on peut se poser, et je n'y réponds pas, je me contente de la poser, c'est de savoir si avec le retour de ces djihadistes, on ne va pas à un moment voir la transformation de certains de ces conflits locaux, pas de tous, il ne faut pas avoir l'esprit de géométrie, mais la mutation de ces conflits locaux, comme il y a des cellules qui mutent, en conflits qui auraient une dimension transnationale, et ça, ce serait très inquiétant. Une raison de s'inquiéter, c'est qu'il y a de l'autre côté un extrémisme bouddhiste qu'on voit du Sri Lanka justement au Myanmar, qui peut nourrir. Un extrémisme peut en nourrir un autre. Et donc cette dynamique-là, si elle prenait racine, que ce soit au Myanmar ou en Thaïlande, ça serait extraordinairement dangereux. Et on ne veut pas complètement l'exclure. Et donc, la question de la solidité des États, de leur capacité, de leur résilience, comme on aime dire dans le livre blanc et ailleurs, la capacité des États à tenir le choc de ces menaces est une question qui est posée dans un certain nombre de pays d'Asie. Et je dirais qu'elle est d'autant plus posée que la légitimité de beaucoup de ces États, qu'ils soient démocratiques ou pas tout à fait démocratiques, ou pas du tout démocratiques, a été très liée à l'extraordinaire développement économique des dernières années. Que, quoi qu'on en dise, chaque année était meilleure que la précédente. Pour une élite qui en profitait largement, mais aussi au-delà de cette élite. Et donc, tout ceci pouvait beaucoup atténuer les tensions, sans faire de l'économisme. Mais il n'y a pas de doute quand même que c'était un élément de consolidation des structures des États, ce grand boom économique de l'Asie. Et qu'aujourd'hui, si le moteur chinois se ralentit, et je vais venir dans un instant à la Chine, si le moteur chinois se ralentit, les répercussions se feront sentir dans toute l'Asie. Et donc vous avez là aussi un élément éventuel de fragilisation qu'on ne peut pas ignorer. Ce qui m'amène à la troisième question, celle de la Chine. Et ensuite, j'essaierai de réfléchir, la dernière partie de mon exposé, à la manière dont on peut, nous, de façon extérieure, observateurs et acteurs, comment, par rapport à tout cela, on peut se positionner et essayer d'avoir une influence utile. La grande question, évidemment, pour la Chine, et je ne vous apprends rien en disant cela, c'est comment est-ce que la Chine va gérer sa décélération économique. On voit des prévisions de croissance qui sont régulièrement revues à la baisse. Et donc, moi, je ne suis pas un économiste et je me garderai de faire des pronostics sur la pente que va prendre cette décélération, mais beaucoup va dépendre de cette pente. Est-ce que ce sera comme on dit en anglais un soft landing ou un hard landing? Est-ce que ça va être une pente très raide ou une pente plus douce? Là, il y a des éléments que je ne maîtrise pas vraiment, et je dois dire, quand je lis les productions de ceux qui pensent les maîtriser,
je vois qu'il y a un éventail d'opinions assez large. Donc je crois qu'en réalité, il faut avoir l'humilité de reconnaître que personne ne sait vraiment comment va être cette pente de la décélération économique de la Chine, qui fait que chaque année a été meilleure que la précédente et que des centaines de millions de Chinois sont sortis de la misère grâce à la croissance extraordinaire du pays. Alors, si j'avais fait cette conférence il y a 1 an, j'aurais sans doute été beaucoup plus alarmiste, parce que à l'époque, l'idée dominante était qu'on voyait la montée continue de la tension nationaliste entre la Chine et le Japon, avec l'idée simple, pas forcément, les idées simples ne sont pas forcément fausses, l'idée simple que le pouvoir chinois, à défaut de pouvoir bâtir son autorité sur la légitimité de la réussite économique, enfin la réussite économique devenant moindre, la bâtirait sur la légitimité du nationalisme et attiserait ce nationalisme. Et ceci reste une question, bien entendu. Mais il faut bien dire que dans l'année, et en plus au Japon, on a maintenant un pouvoir qui lui aussi a une fibre nationaliste très forte. Et donc on pouvait penser, et c'est une question qu'on doit se poser, que tous les ingrédients sont là, et c'est là qu'on parle du retour d'une géopolitique à l'européenne, si je puis dire, pour une confrontation nationaliste entre la Chine et le Japon. D'autant qu'il n'y a pas eu, sur le plan de la réconciliation et de la mémoire, il n'y a pas, le Japon n'a pas du tout fait le travail de mémoire qu'a fait l'Allemagne. Et donc, il y a des éléments, des émotions très profondes là, qui existent entre les deux pays. En même temps, il faut bien reconnaître et souligner qu'au cours de la dernière année, les deux dirigeants, avec la rencontre du président Xi et du Premier ministre Abe, se sont en fait entendus pour gérer leurs différences, pour essayer d'éviter que tous ces éléments qui pourraient laisser à eux-mêmes conduire à conflagration extrêmement dangereuse, voire catastrophique, que tous ces éléments devaient être maîtrisés. Et on voit qu'il y a eu une désescalade dans la relation sino-japonaise, une désescalade très bienvenue. Alors, comment, cette désescalade, elle est un signe de sagesse, certainement des deux pays qui ont vu le danger de laisser se développer une dynamique dont le résultat ultime pourrait être absolument désastreux, catastrophique. Qu'est-ce qu'elle veut dire sur la Chine? J'étais en Chine récemment, discuter de ces questions avec des interlocuteurs chinois. Je ne peux pas, ils ont leur logique qu'ils ne partagent pas nécessairement dans toutes ces dimensions, comme aucun pays ne le fait. Ce qui frappe, c'est qu'il me semble qu'il y a, vis-à-vis de la Chine, il y a une constante qui est les objectifs stratégiques de la Chine n'ont pas bougé. Et quand on parle de la conception chinoise des frontières maritimes, etc., on ne voit pas d'évolution significative sur ce point. Au contraire, on voit vis-à-vis de l'Asie Sud-Est la continuation de construction sur des îlots, etc., qui sont pour les pays d'Asie du Sud-Est des sources des sujets de préoccupation très grands. Et on voit les Chinois, là, au fond, pris entre
leur désir de s'affirmer et en même temps la prise de conscience que s'ils poussent trop, par exemple vers l'Asie du Sud-Est, ils poussent ces pays vers un rapprochement vers les États-Unis. Et donc ceci va contre un autre objectif stratégique, c'est que les États-Unis ne soient plus une présence stratégique fondamentale en Asie. Et là, j'introduis un nouvel élément dans la réflexion, c'est que les États-Unis sont aujourd'hui un élément décisif de l'équilibre stratégique en Asie. C'est un élément de réassurance et pour les États-Unis, et pour la Corée du Sud, et pour les pays d'Asie du Sud-Est, même si c'est moins formel que ça ne l'est pour la Corée du Sud ou pour le Japon. Et donc plus... et là, la Chine est prise dans une certaine... sinon contradiction, du moins tension. C'est-à-dire que d'un côté, elle a tout intérêt sur ces questions de contentieux maritimes à traiter chacun de ces contentieux sur une base bilatérale. Parce que, évidemment, le déséquilibre est manifeste entre la Chine et chacun des pays pris individuellement. Mais ce déséquilibre est justement tellement manifeste qu'il pousse ces pays à se rapprocher des États-Unis, ce qu'elles ne souhaitent pas. Et donc, les Chinois, en même temps, disent très, très publiquement qu'ils sont pour le développement de l'ASEAN. Parce qu'ils voient dans le développement de cette organisation sous-régionale, ils y voient un moyen de tenir d'une certaine manière les États-Unis à distance, que plus la sous-région de l'Asie du Sud-Est s'organise, plus d'une certaine manière il y a une sorte de tampon qui protège d'une présence trop directe des États-Unis. Si chacun de ces pays n'a d'autre recours que l'alliance bilatérale avec les États-Unis, ça n'est pas bon pour la Chine. Mais évidemment, plus on pousse l'ASEAN à s'organiser, plus en même temps, ça peut, sur le plan des rapports bilatéraux, mettre la Chine dans une position un peu moins forte. Et donc il faut gérer, du point de vue de Pékin, il faut pouvoir gérer ces deux objectifs qui, là, sont tactiquement un peu en contradiction l'un avec l'autre. Et on voit là les nuances de la position chinoise. Je prends cet exemple, j'en parle un petit peu en détail, parce que justement, là encore, je parlais tout à l'heure de l'Afghanistan avec l'Asie centrale, avec le Pakistan et puis avec la Chine. Là, on voit une dynamique régionale où il y a une grande ombre lointaine mais très présente en Asie qui est celle des États-Unis, et puis ces jeux régionaux, sous-régionaux, qui ne touchent pas toute l'Asie, qui touchent un certain nombre de pays. Nous pouvons faire des dépêches diplomatiques pour les analyser, mais nous n'avons pas une influence quelconque sur le sujet, à part le fait que l'Union européenne reste un modèle qui fait réfléchir ces pays. C'est simplement dans cette dimension-là qu'il y a une influence, je dirais, conceptuelle, peut-être, qui n'est pas négligeable. Mais les pays européens individuellement, là, n'existent pas dans cette dynamique-là. Sinon, pour essayer de négocier des contrats d'armement avec tel ou tel pays dans la sous-région, enfin, ce qui est un intérêt économique, mais qui en réalité ne change pas l'équation stratégique, quoi qu'on en dise, à mon avis. Et donc, on voit cette Chine qui joue un jeu de très long terme, et non pas un jeu de court terme,
qui est bien convaincu qu'une affirmation, et là, je ne veux pas dire que la Chine présente un front uni, et je vais y venir, qui est bien convaincu qu'une affirmation trop brutale de sa puissance, qui permet aux militaires de justifier une augmentation continue et massive des budgets de défense chinois, mais que cette affirmation trop brutale, d'un côté, elle donne de bons arguments aux militaires chinois, mais de l'autre côté, elle complique le positionnement de la Chine dans le monde, dans la région et dans le monde. Et là, je ferai une petite parenthèse sur le rôle de la Chine dans le monde. J'ai discuté avec les interlocuteurs chinois, par exemple, de la question de l'Ukraine. C'est très intéressant de les entendre dire qu'au fond, la Chine n'a ni allié ni ennemi. C'est leur position. Ce qui est une position qui est de moins en moins tenable pour un pays de la taille et de l'importance de la Chine. Mais on voit bien comment la Chine, tout en peu à peu marquant ses positions et s'affirmant, a une rhétorique qui sera toujours en retard sur la réalité de sa puissance, avec l'idée que avoir une rhétorique qui est en avance sur sa puissance serait tout à fait contre-productif, parce que ça mobilise contre vous et qu'il vaut beaucoup mieux démobiliser, quitte à monter lentement, mais sûrement en puissance, et que le temps est avec la Chine, et que donc précipiter les choses n'est pas de bonne politique. Je pourrais m'en tenir là pour la description de la Chine, mais je crois que ce serait ignorer une dimension importante du pays, qui est le sentiment d'une fragilité profonde de la Chine, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et là, on peut dire que Thackeray avait écrit The Tale of Two Cities, l'histoire de deux villes, c'est Tale of Two Countries, l'histoire de deux pays, parce que quand vous décrivez le processus qui se développe en ce moment autour du président Xi, vous avez des interprétations assez opposées de ce processus, pas forcément totalement compatibles. Vous avez des gens qui vous disent le président Xi est en train de consolider une puissance, de concentrer une puissance qu'aucun de ses prédécesseurs, en tous les cas depuis Mao Tse-tung, n'a vraiment eu. C'est une lecture. Vous en avez d'autres, et j'en ai discuté avec des interlocuteurs dans différents pays, y compris au Japon, qui voient dans cet effort pour concentrer le pouvoir un signe en réalité de fragilité, que le président Xi est en train de se faire beaucoup d'ennemis, qu'à travers la lutte contre la corruption, certes, il élimine un certain nombre d'adversaires, mais qu'en même temps, il se fait beaucoup d'ennemis, y compris dans l'armée populaire chinoise, et que donc, derrière cet effort pour concentrer le pouvoir, il y a en réalité le sentiment d'une fragilité, le sentiment de menace, ce qui pose la question, au fond, des objectifs fondamentaux de cette concentration de pouvoir, où là aussi on entend des interprétations contradictoires. Certains diront que le président Xi concentre le pouvoir pour avoir le pouvoir, en quelque sorte, pour être le maître, mais sans un projet de transformation de la Chine. D'autres diront qu'il concentre le pouvoir précisément pour pouvoir faire ces transformations en profondeur du pays, de telle manière que la Chine ne soit pas dévorée par le cancer de la corruption, comme la Russie l'a été. Et que de ce point de vue, il est à tous égards très différent du modèle russe. Très différent dans le sens où il ne veut pas être un Gorbatchev, il ne veut surtout pas laisser disparaître, abattre la position centrale du Parti communiste chinois,
Et Gorbatchev ne le voulait pas, mais il a eu l'illusion qu'il pouvait réformer le Parti communiste d'Union soviétique, et que les dirigeants chinois ont appris leur leçon de cette expérience, d'où une politique dure sur beaucoup de fronts, notamment des droits de l'homme en Chine. Et donc une grande différence, l'anti-Gorbatchev, et une grande différence aussi avec la Russie yeltsinienne et post-yeltsinienne, c'est-à-dire le sentiment qu'effectivement, si on laisse la corruption atteindre une certaine masse critique, à ce moment-là, c'est toute la capacité de développement de la Chine qui, en fin de compte, sera remise en cause. Ce qui veut dire, je ne réponds pas à ces questions parce que là encore, je ne prenais pas la prétention d'être sinologue, et quand on lit les sinologues, on voit que sur cette question essentielle, ils ont des avis très différents. Vous avez quelqu'un comme Shambaugh qui a écrit récemment un article très lu et très pessimiste sur la Chine, et qui est très contesté par beaucoup d'autres sinologues qui pensent qu'il exagère très largement. Je ne me sens pas en mesure de départager ces opinions diamétralement opposées. Là où je pense cependant pouvoir affirmer quelque chose, et je crois que la conscience historique pour la Chine qu'elle est fragile, que beaucoup de ses adversaires voudraient la diviser, voudraient la fragilité, d'où la sensibilité sur la question du Tibet, évidemment, que son unité est un effort de volonté qui continue. Je crois que ça est en revanche quelque chose sur lequel on peut tous se mettre d'accord, et qui est une dimension importante de la politique chinoise. Alors comment, à partir de ce constat fragmenté, j'espère pas trop fragmentaire, mais fragmenté de l'Asie, parce que l'Asie n'est pas une entité unifiée, comment réagir ? Je vais commencer par un exemple pour montrer justement à quel point je pense que les Occidentaux n'ont pas été très bons jusqu'à présent sur ce sujet. C'est la création par les Chinois de cette nouvelle banque asiatique d'investissement. Et quand on regarde cette histoire, c'est vraiment une leçon de choses sur tout ce qu'il ne faut pas faire. En 2010, il y avait en principe un accord pour réformer la gouvernance des institutions de Bretton Woods, pour donner... la Chine a actuellement le poids de la Belgique dans les institutions de Bretton Woods, ce qui n'est pas tout à fait, ce qui ne correspond pas tout à fait à la réalité économique des deux pays, même si la Belgique est un pays prospère. Et donc, il y avait eu l'idée que peut-être qu'il fallait changer cela. Ça n'a pas pu se faire, notamment parce que le Congrès des États-Unis n'y était pas prêt. Et donc, il ne faut pas vraiment s'étonner après que les Chinois, auxquels on demande de recycler les énormes surplus que leur commerce extérieur, que leur balance excédentaire commerciale produit, on leur demande de les recycler pour le bien-être de l'économie mondiale, et on a raison, il faut qu'ils le fassent, mais on ne peut pas vraiment être totalement surpris qu'ils ne souhaitent pas le faire à travers des institutions où ils gardent, où on leur conserve une place qui n'a rien à voir avec le poids qui est le leur aujourd'hui dans l'économie mondiale. Et donc, la chose qui était vraiment à attendre, c'est ce qui vient de se passer. Mais la réflexion sur cet événement ne s'arrête pas là. Comment y a-t-on réagi ? Les Américains ont commencé par prendre la position publique que surtout il ne fallait pas aller mettre de l'argent dans cette institution.
ce qui n'est intelligent de faire que s'ils étaient sûrs d'être suivis, premièrement, et même s'ils étaient sûrs d'être suivis, est-ce que c'était la bonne position? Je ne pense pas. Personnellement, à partir du moment où une institution comme celle-là se créait, c'est probablement pas la bonne position. Mais ce qui est sûr qu'une mauvaise position, c'est de mettre l'autorité des États-Unis dans la balance pour dire qu'il ne faut pas la rejoindre, pour être immédiatement démenti par son allié le plus fidèle, la Grande-Bretagne, qui annonce aussi sec qu'elle va devenir un actionnaire de cette nouvelle banque. Donc là, on ajoute insult to injury, comme diraient les Anglais. C'est pas très brillant. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce qui est très frappant, c'est que par rapport à cette question qui est beaucoup plus qu'une question économique et d'actionnariat d'une banque, c'est l'ordre dispersé dans lequel non seulement entre Europe et États-Unis, mais entre Européens. C'est-à-dire que, évidemment, les Anglais ont été tout contents d'être les premiers à annoncer leur participation, et puis ils sont suivis ensuite par la France, par l'Allemagne, par les différents pays européens. Probablement en Asie, on va voir la Corée du Sud à un moment ou à un autre, et même le Japon. Je ne serais pas surpris qu'à un moment ils rejoignent, même si pour le moment ça n'est pas leur position. Mais restons en Europe. Ce qui est très frappant, c'est de voir justement les Européens par rapport à une question comme celle-là, qui est une question stratégique de première importance. Quelle relation veut-on avoir avec la Chine? Est-ce qu'on veut une relation simplement où la Chine met en concurrence les différents pays européens entre eux, comme elle traite la relation bilatérale avec les pays de l'ASEAN, évidemment en jouant du déséquilibre de la relation bilatérale avec chacun de ces pays, ou est-ce qu'on veut avoir une politique cohérente? Mais chacun défend les contrats de ces entreprises, même si ces entreprises ont aujourd'hui un actionnariat très, très dispersé, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, en réalité, sont les entreprises européennes, plus que françaises ou anglaises ou allemandes. Mais enfin, même si ça varie quand on regarde les choses en détail. Mais enfin, en tous les cas, il est certain que cette approche purement nationale fait complètement le jeu de la Chine et veut dire qu'on n'a aucune influence stratégique sur cette grande question qui se lie à la place de la Chine en Asie. Et là, je voudrais terminer sur ce point, c'est comment va s'organiser ce continent qui n'en est pas un, dont j'ai souligné l'hétérogénéité, et on voit bien, encore une fois, l'Iran, si un accord nucléaire est conclu, ce que je souhaite vivement, parce que je crois que l'alternative serait désastreuse, si un accord nucléaire est conclu, la question qui se posera, c'est de savoir comment l'Iran se réinsère, non pas en Asie, mais dans le Moyen-Orient, s'il peut y avoir une relation non confrontationnelle entre les Persans et les Arabes, comment gérer cela? Ça sera ça, la question stratégique, ce n'est pas une question asiatique, à proprement parler. La question asiatique, c'est la seule unité qu'il y ait, c'est comment la Chine va gérer ses relations avec ses voisins. Est-ce que ce sera une succession, une juxtaposition plus exactement, pas une succession, une juxtaposition de relations bilatérales dans une vision hiérarchique du monde, ou est-ce que ça peut être un ordre un tout petit peu moins inégalitaire? C'est ça la grande question. La Chine n'a pas la légitimité politique par rapport au reste de l'Asie, certainement pas par rapport au Japon, certainement pas par rapport à la Corée du Sud, certainement pas par rapport aux pays d'Asie du Sud-Est, à la limite un peu la Thaïlande, mais même, elle n'a pas la légitimité pour être en quelque sorte le suzerain dans une relation de vassal à suzerain. Elle n'a pas la légitimité pour cela, et les pays n'en veulent pas. Mais en même temps, il y a des rapports qui sont en train de se définir et qui sont des rapports inégalitaires. La réponse pour le moment qui est trouvée, c'est la présence américaine, mais c'est une présence américaine dont on voit bien qu'aux États-Unis, elle n'est pas
pour le moment vraiment contestée, mais qu'en même temps, les États-Unis, la pression s'exerce aussi sur eux pour être moins présents, jouer un rôle moins décisif dans le monde. Et donc, ces États-Unis comme facteur d'équilibrage de l'Asie, ils le seront probablement de moins en moins si on raisonne sur le long terme. Et donc la question des structures multilatérales qui peuvent se mettre en place ou pas en Asie est posée. C'est la question des structures sous-régionales, avec ce que j'ai dit sur l'ASEAN. L'ASEAN est sans doute, de toutes les organisations sous-régionales, celle qui a le plus de possibilités aujourd'hui, de loin. Mais on voit bien que pour l'Asie du Sud, là, le même problème se joue, d'une Inde qui est dominante par rapport aux autres pays d'Asie du Sud, une Inde qui est dominante mais qui a ses propres problèmes, qui a 150 districts qui ne sont pas vraiment sous le contrôle du gouvernement. On parle l'Inde n'est pas un État fragile, mais un État qui a ses fragilités en dessous de la surface. Et donc, pour cette région de l'Asie du Sud, il n'y a pas, au niveau sous-régional, il n'y a pas la possibilité d'une organisation équilibrée à cause du poids de l'Inde. Et donc se pose la question d'une organisation au niveau de l'Asie ou d'une revitalisation des organisations mondiales et de l'ONU. L'évolution de l'ONU aujourd'hui, très franchement, elle est peu probable, parce que le blocage chinois sur une réforme du Conseil de sécurité qui ferait entrer le Japon dans le Conseil de sécurité est assuré. Et donc, c'est très difficile d'imaginer que l'ONU puisse jouer ce rôle. Et donc, on se trouve dans une situation où il n'y a pas, entre les différentes puissances d'Asie, une structure qui puisse gérer leurs relations. Là, on pourrait dire que c'est un peu comme l'Europe du XIXe siècle. Mais je conclurai en disant que ça n'est pas vraiment comme l'Europe du XIXe siècle, parce que ce que j'ai essayé de dire tout au long de cet exposé, c'est qu'au fond, on parle des États, parce que c'est plus simple de parler de ces grands ensembles que sont l'Inde, la Chine, etc. Mais que la question intéressante et difficile, c'est celle de ce qu'il y a en dessous du capot, si je puis dire. C'est la solidité de ces États. Je l'ai posé pour la Chine elle-même. C'est tout ce qui se passe en dessous, tous ces mouvements, toutes ces fragilités qui existent et qui sont des dynamiques profondément différentes de ce que nous avons connu, où l'articulation entre le local et le global ne cessera de créer des surprises, parce qu'on est dans un monde non linéaire, et c'est cette situation-là qui fait que l'Asie est d'une certaine manière très difficile à prévoir, parce que sur les grandes questions, ce n'est pas un jeu stratégique classique qui se joue. Pour pouvoir y répondre, il faudrait pouvoir répondre à la question des dynamiques internes de tous ces acteurs, et ça c'est la question la plus difficile qui soit. Donc je vous laisse sur une question. Je crois que la semaine prochaine vous aurez un Chinois, non ? Donc il va vous répondre là-dessus. Vous aurez les réponses la semaine prochaine. Voilà. Merci. Merci beaucoup Jean-Marie.